Alors, bienvenue à tous à ce webinaire. Avant de commencer, je compte sur votre indulgence parce que depuis quelques jours, je suis un peu enrhumé, donc vous l'entendrez sûrement à ma voix. Donc, je compte sur votre indulgence. Donc, comme je disais, bienvenue à ce webinaire sur le RGPD, donc le règlement général sur la protection des données personnelles. Vous avez un chat si jamais vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire directement à partir du chat et je reviendrai sur les questions en fin de présentation pour pouvoir y répondre. Voilà. Donc, le webinaire a été conçu de telle sorte qu'il puisse s'adresser à un nombre assez large de personnes, donc à la fois aux initiés, entre guillemets, mais également aux profanes ou aux personnes qui souhaitent ou qui découvrent ce que c'est la protection des données personnelles. Et puis voilà. Et puis dans tous les cas, comme je le disais précédemment, il y a un chat. N'hésitez pas à poser vos questions. En fin de présentation, j'essaierai d'y répondre. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc je vais commencer par me présenter. Je suis Géraldin Libon, je suis consultant chez Novancy et DPO externalisé pour plusieurs entités. Je vais commencer par présenter très rapidement Novancy. Je sais que parmi les participants, il y a certains de nos partenaires, mais il y a également certaines personnes présentes aujourd'hui qui ne nous connaissent pas spécialement. Donc, Novancy, pardon, Novancy, nous sommes une ESN présente en France. Nous avons 7 sites en France. Et nos compétences se focalisent sur 4 domaines d'activité, donc l'infrastructure et cloud, les services managés, les matériels et outils collaboratifs, et enfin la partie cybersécurité. Nous sommes implantés, comme je disais tout à l'heure, sur 7 sites en France, La Rochelle, Angoulême, Bordeaux, Toulouse, Pau, Andorre, et puis récemment, depuis quelque temps, à Marseille. Voilà pour ce qui est de la présentation de Novancy. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Alors, le RGPD, devenir acteur de sa conformité RGPD. Comment est-ce qu'on protège les données d'une entreprise ou en tout cas d'une structure de manière générale? Dans un premier temps, je vais commencer par vous effectuer un bref rappel de de ce qu'est la législation en matière de protection des données personnelles en France. Là, c'est vraiment un rappel chronologique très condensé. J'ai pris les 2 principales législations. Donc, la première qui est la loi informatique et liberté qui date de 1978. Et puis en 2016 arrive le règlement européen cette fois qui est le RGPD qui entre en application en 2018. Donc on est actuellement, on a fêté récemment le 6e anniversaire de l'entrée en application du RGPD et on va voir ensemble au cours de ce webinaire qu'est-ce que c'est le RGPD, comment est-ce qu'il essaye de révolutionner ou en tout cas d'impacter le traitement des données personnelles. Et puis je vais vous faire un retour d'expérience également de ce que nous en Novancy, de ce que les consultants de Novancy en matière de protection des données ont pu constater sur le terrain à travers les différents échanges et les prestations qu'on a faites avec nos différents partenaires. Voilà. Hum, En mon sens, pourquoi est-ce qu'il faut se conformer au RGPD? J'ai fait le parti de subdiviser ici enfin, la réponse à cette question en deux parties. La première partie, elle, je voulais vous présenter les enjeux et les avantages de la mise en conformité RGPD. Donc, qui sont ceux que vous voyez là, donc tout à gauche. Les enjeux sont ceux de pouvoir respecter les droits des personnes concernées. Ici, on parle des clients, de vos collaborateurs, des patients, des personnes hébergées, etc. En tout cas, les droits des personnes dont on traite les données personnelles. Le second enjeu est celui de maîtriser et de sécuriser les données que nous avons. Parce que dans une entreprise, la donnée actuellement est on va dire, un des principaux trésors de l'entreprise. Il faut la sécuriser, la protéger afin d'éviter qu'elle soit impactée en cas d'incident informatique ou pour d'autres raisons. Et le troisième avantage est celui qui fait
de la mise en conformité RGPD un avantage concurrentiel sur d'autres entités. Il faut savoir qu'actuellement, que ce soit dans certains appels d'offres ou même certains appels à candidature, le fait d'être en conformité au RGPD peut vous donner un avantage certain sur d'autres concurrents qui ne le sont pas ou qui le sont beaucoup moins. Voilà. Donc ça, c'est pour la première partie. La deuxième partie, en ce qui concerne les risques, donc la mise en conformité RGPD permet de vous prémunir contre le risque réputationnel, tout simplement parce que lorsqu'il est de notoriété publique qu'une entité ou une autre, enfin, en tout cas qu'une entité respecte moins le RGPD et fait un peu, pour parler un peu trivialement, fait un peu n'importe quoi avec les données personnelles qu'elle traite ou des données personnelles qui lui sont confiées, tout simplement les clients ou les personnes dont elle traite les données auront moins tendance à faire confiance à cette entreprise-là. Voilà. Le risque réputationnel, il est certain actuellement. Donc ça, c'était le premier risque. Le deuxième risque est le risque cybercriminel. Je n'ai pas besoin de développer plus que ça sur cet aspect-là. Compte tenu du contexte actuel, c'est quelque chose de très courant. En cas de cyberattaque, les cybercriminels viennent chercher les données personnelles en priorité. Voilà, en fonction des objectifs, mais en général, en priorité, sont les données personnelles qu'on récupère pour pouvoir les vendre sur ce qu'on appelle le dark web. Et enfin, le troisième risque est le risque financier qui résulte de la sanction de la CNIL. La CNIL, qui est la Commission nationale informatique et liberté, qui est un peu le gendarme chargé de veiller au bon respect du RGPD au sein du territoire français. Donc voilà, avant de commencer même la présentation proprement dite, les raisons pour lesquelles, à mon sens, il faudrait se conformer au RGPD. Il y en a certainement d'autres, mais voilà les principales à mon sens. Donc, au sommaire de ce webinaire, on va aborder ce webinaire en 4 parties. La première partie sera l'occasion pour nous d'effectuer une synthèse des objectifs du RGPD. Ensuite, on verra quels sont les termes et principes clés pour comprendre un peu l'essence même du RGPD, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que le RGPD demande aux différents responsables de traitement. Ensuite, en troisième lieu, on verra les sanctions en prenant le prisme du changement de braquet que la CNIL a pu adopter récemment, parce qu'avant, on était dans une dialectique, oui, dans un dynamisme de pédagogie. Et depuis quelque temps, la CNIL a changé de braquet et elle est plutôt, elle a activé un peu son volet répressif de manière un peu plus intensive. Et enfin, on verra le rôle du DPO qui est pour moi le chef d'orchestre de la mise en conformité au RGPD. Alors, la synthèse des objectifs. Tout au long de la présentation, juste petit aparté, tout au long de la présentation, vous verrez des dessins qui sont les œuvres de Tesson et qui ont été mis à notre disposition par la FCDP, à laquelle nous avons adhéré depuis quelques années. Donc, la synthèse des objectifs. Le RGPD a 3 principaux objectifs. Le premier objectif est celui de renforcer les droits des personnes sur leurs données. C'est-à-dire, monsieur ou madame X, en tout cas vous et moi en tant que personne physique, le RGPD nous confère la possibilité de décider qui traite nos données, pourquoi, comment et vers qui est-ce que cette personne-là peut les transférer ou non. La possibilité de demander à cette personne de supprimer, de nous les transférer. Enfin, il faut savoir que euh, tous ces droits qui nous sont reconnus, en tout cas qui nous sont reconnus par le RGPD, peuvent être exercés, mais ils peuvent également être encadrés. Tous les droits ne sont pas absolus. Mais bon, l'idée générale est que le RGPD est venu ici renforcer les droits que les personnes physiques avaient sur leurs données personnelles. Le deuxième objectif du RGPD est celui de responsabiliser les acteurs au sein de l'Union européenne. Précédemment, il était beaucoup plus compliqué d'incriminer, on va dire, un géant du numérique lorsqu'il avait utilisé nos données d'une manière, on va dire, non appropriée. Avec le RGPD, il y a une sorte d'inversion de la charge de la preuve. Précédemment, c'était à nous de prouver, alors que maintenant, c'est à l'entreprise, à l'entité incriminée de prouver qu'elle a mis tout en place pour respecter nos droits et respecter le RGPD. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est quelque chose d'assez fondamental et qui inverse complètement le rapport de force.
Le troisième aspect, le troisième objectif, le dernier objectif du RGPD est celui de contrôler et de sanctionner. On verra le régime de sanctions un peu plus tard. Donc voilà, en mon sens, voilà les trois principaux objectifs qu'a le RGPD. Donc renforcer les droits des personnes sur leurs données, responsabiliser les acteurs économiques au sein de l'Union européenne, économiques ou non d'ailleurs, même les personnes morales de droit public qui n'effectuent pas d'activités économiques ont l'obligation de se conformer au RGPD. Et enfin, donc, troisième objectif, contrôler et puis sanctionner les responsables de traitement. Donc actuellement, on va voir quels sont les termes et les principes clés du RGPD. Le terme clé ici, qui est données personnelles, c'est un terme qu'on emploie communément, mais on ne sait pas toujours ce que c'est. Alors, le RGPD définit la donnée personnelle comme toute donnée à caractère, enfin, toute information à caractère personnel qui se rapporte à une personne physique, identifiée ou identifiable. Pour faire simple, c'est toute information qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne physique, donc un être humain. Donc, vous avez des informations qui permettent de vous identifier de manière directe, que ce soit votre nom, votre prénom ou une photographie de votre visage. Vous avez également des informations qui peuvent vous identifier de manière indirecte. Ça peut être votre taille, la couleur de vos yeux, votre adresse postale, etc. Voilà. Euh, et puis, il y a une catégorie à part ou particulière des données qui sont considérées comme des données sensibles. Ces données-là ne sont traitées que moyennant plusieurs restrictions ou plusieurs dispositifs qui permettent d'encadrer ce traitement-là. Ces données elles sont considérées comme des données sensibles dans la mesure où leur utilisation euh, oui, leur utilisation par une personne non habilitée ou non appropriée peut avoir un impact beaucoup plus important sur votre vie. On peut porter atteinte de manière beaucoup plus importante avec ces informations-là sur vos droits et libertés. C'est pour ça qu'elles sont considérées comme des données sensibles et elles font l'objet d'une protection particulière euh, par le RGPD. Voilà ce que c'est qu'une donnée personnelle. Ensuite, le deuxième terme est celui de traitement. Qu'est-ce qu'un traitement finalement? Le RGPD, à l'article 4, définit le traitement comme toute opération ou ensemble d'opérations qui sont effectuées à l'aide de procédés automatisés et appliqués à des données ou ensemble de données à caractère personnel. Pour résumer, pour faire simple, un traitement de données personnelles est toute opération de collecte, de consultation, de modification, de transfert, d'enregistrement, conservation, stockage ou même de suppression de données. Donc le simple fait de consulter des données sur un ordinateur ou sur un fichier est constitutif d'un traitement. Le simple fait de déchirer ou de détruire une donnée, donc sur un registre, le fait de déchirer, de mettre à la poubelle, c'est un traitement. Et chaque fois qu'on effectue un traitement, il faut qu'en fonction du type de données qui est stocké sur ces supports, il faut l'effectuer de manière conforme. On ne détruit pas un fichier contenant des données personnelles ou voire sensibles comme on détruirait un fichier qui n'en contiendrait pas ou qui contiendrait des données qui ne sont pas considérées comme personnelles. Voilà. Donc, toutes ces opérations de collecte, consultation, modification, transfert, etc., et de suppression, de destruction, sont des traitements de données personnelles. Ensuite, qui est soumis finalement au RGPD? Sont soumis au RGPD toute personne privée ou publique établie au sein de l'Union européenne et qui traite des données personnelles. Dès que vous êtes une entité privée, publique, on va dire, pour faire simple, une entreprise qui traite des données personnelles au sein de l'Union européenne, vous êtes soumis au RGPD. Mais sont également soumis au RGPD les entités ou les personnes morales de droit privé public situées hors de l'Union européenne, mais qui ont des activités d'offre de biens et de services sur le territoire européen et qui traitent des données personnelles des personnes physiques situées sur le territoire européen. J'espère que je ne sais pas si c'est assez clair pour tout le monde. En tout cas, si vous avez des questions, comme j'ai dit en début de webinaire, n'hésitez pas à les poser via le chat et j'essaierai d'y répondre après. Donc voilà pour les entités qui sont soumises au RGPD. Alors, le RGPD, c'est quoi? Le RGPD, ce sont ces principes-là. Si vous arrivez à cerner
quel est le but, les objectifs de chacun de ces principes, vous aurez compris l'essence même du RGPD. Et je n'ai pas la prétention de faire de tout le monde, de vous tous, des DPO, mais si vous avez cerné la substance de chacun de ces principes-là, vous aurez compris l'essence même du RGPD. Alors, le principe de licéité, qu'est-ce que c'est? Le principe de licéité, c'est celui qui veut que chaque traitement, on a vu la définition de traitement tout à l'heure, chaque traitement qu'on effectue doit reposer sur une base légale. Les bases légales sont celles-là. Vous avez l'exécution du contrat, l'obligation légale, l'exécution d'une mission d'intérêt public, l'intérêt vital, l'intérêt légitime ou le consentement. Il faut qu'à chaque fois qu'on effectue un traitement, enfin à chaque fois qu'une entreprise une entité publique, ou en tout cas un responsable de traitement, effectue un traitement de données, il faut impérativement que ce traitement se repose sur une de ces bases légales. Sinon, il n'est pas conforme au RGPD. Ça, c'est le principe de licéité. Ensuite, le principe de minimisation, c'est celui selon lequel toutes les données qu'on va collecter pour effectuer un traitement doivent être réduites au strict minimum. On ne collecte que le strict minimum pour effectuer un traitement. Je vais vous prendre un exemple. Si je viens dans une structure X ou Y effectuer une sensibilisation au RGPD, par exemple, j'aurai éventuellement besoin de la liste des personnes présentes, quoique est-ce que j'en ai finalement besoin? Voilà. Peut-être que moi, je n'en aurais pas besoin. Bon. Allons dans l'hypothèse où je récupère la liste des personnes présentes pour un émergement. Je n'ai besoin que des noms, prénoms des personnes et puis de leur signature. Je n'ai pas besoin de savoir le nombre d'enfants qu'ils ont, leurs examens, leur numéro de téléphone ou autre information qui serait superflue dans la réalisation de cette sensibilisation au RGPD. C'est ça le principe de minimisation. On ne collecte que le strict nécessaire. Principe d'exactitude qui, comme son nom l'indique, voudrait que toutes les données qu'on collecte, qu'un responsable de traitement collecte, stocke, soient toujours exactes. Donc, c'est au responsable de traitement de vérifier que toutes les données qu'il stocke, qu'il collecte, sont exactes au moment de leur collecte et tout au long de leur vie au sein de la structure. Principe de conservation, c'est celui qui veut que toutes les données qu'on collecte ne peuvent être conservées que pendant un temps défini. Et le temps défini correspond à celui qui est nécessaire pour réaliser la finalité pour laquelle les données ont été collectées initialement. Voilà. On ne collecte pas les données et on les confie. Lorsqu'on collecte les données, on ne les stocke pas à vitam aeternam en se disant on pourrait éventuellement en avoir besoin dans X ou Y temps. Voilà. Il sait qu'il y a beaucoup d'entités qui le font, malheureusement, mais cette approche-là est répréhensible et puis sanctionnable tout simplement par la CNIL en cas de contrôle. Ça, c'était le principe de conservation. Principe de confidentialité et de sécurité, on peut les mettre ensemble. C'est le principe qui veut que toutes les données qu'on collecte et qu'on stocke, en tout cas qu'on traite, doivent être traitées de manière sécurisée et ne doivent être accessibles qu'aux seules personnes qui ont le droit d'en connaître. Voilà. Seules les personnes habilitées à effectuer les traitements doivent avoir accès à ces informations-là. Et ces informations, ces données doivent être protégées de tout accès illégitime. C'est le principe de confidentialité et de sécurité. Enfin, le principe de une finalité, un traitement, c'est celui qui veut que les données qu'on a collectées pour effectuer un traitement précis ne doivent pas être utilisées pour effectuer un autre traitement. Je vous reprends un exemple sur la sensibilisation dont je parlais tout à l'heure. J'ai collecté vos noms et prénoms pour effectuer la sensibilisation. Je ne dois pas utiliser ces informations-là pour vous inviter à l'anniversaire de ma grand-mère qui fête ses 70 ans, par exemple. Même si ma grand-mère fait de très bons clafoutis, ce n'est pas ce serait un détournement des finalités que d'utiliser ces informations pour cette finalité-là. Parce que initialement, ces informations n'ont pas été collectées pour cette finalité. Donc, si je le fais, on est ici en présence d'un détournement de finalité qui est sanctionnable par la CNIL en cas de contrôle. Donc, voilà pour ce qui est des grands principes du RGPD. Si j'ai réussi à vous expliquer, en tout cas vous faire comprendre quelle était leur substance, je pense que vous aurez compris la substance du RGPD et à peu près comment ça fonctionne. Alors, on va aborder actuellement la question, la question de la sanction par la CNIL, qui, comme je vous le disais en introduction, a changé de braquet. On était précédemment, pendant quelques années, on était sur une dynamique
de pédagogie, d'accompagnement et depuis septembre, en tout cas fin d'année 2023, on a remarqué que la CNIL semble changer semble changer de braquet et on a activé on va dire le mode répressif qui fait partie de son escarcelle de mesures de sanctions. Alors, les sanctions prévues par le RGPD sont celles-là. On est de l'ordre de 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires mondial, annuel, enfin annuel mondial, ou alors 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires annuel mondial. La CNIL a également mis en place la procédure simplifiée qui permet de sanctionner toute structure à hauteur jusqu'à un maximum de 20 000 euros. La procédure simplifiée est activée notamment si la question, enfin en tout cas en cas de contrôle, ou si la question juridique qui est soulevée par le contrôle ne relève pas ou ne fait pas émaner une difficulté particulière. Là, il y a la possibilité pour la CNIL de mettre en place la procédure simplifiée qui réduit les délais et qui permet de prononcer une sanction assez rapidement, qui peut aller jusqu'à 20 000 euros d'amende. Et d'après le rapport de la CNIL, depuis des années 2020, 2021 et 2022 et puis 2023, on constate une progression croissante, enfin une progression en tout cas du nombre de sanctions. En 2020, on était à 14, 2021, on est passé à 18, 2022, 21 et en 2023, on a constaté un doublement du nombre de sanctions prononcées par la CNIL. Alors, on était à 42 sanctions prononcées sur 340 contrôles à peu près. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça manifeste, comme je vous le disais tout à l'heure, d'un changement de paradigme. La CNIL a la volonté de sanctionner un peu plus les personnes, les entités qui contreviennent au RGPD. Parce que comme je disais tout à l'heure, on est à la sixième année de l'entrée en vigueur du RGPD. Donc je pense que la CNIL a décidé de taper un peu plus fort les entités qui estiment qu'elles sont à l'abri du risque éventuellement. Donc en 2023, on était à 42 sanctions. Et depuis le début de l'année, ce sont des informations qui sont en open source. Vous pouvez aller sur le site de la CNIL, vous regardez les sanctions qui ont été prononcées, en tout cas celles qui sont rendues officielles, et vous verrez que depuis le début de l'année 2024, on est à un nombre de sanctions qui est quasiment le double sur la même période de 2023. Donc, ne soyons pas surpris si à la fin de l'année 2024, on ait également un doublement du nombre de sanctions de celles qui ont été prononcées en 2023. Donc voilà. Et enfin, on va aborder un peu le rôle du chef d'orchestre qu'est le DPO. Alors, qu'est-ce qu'un DPO et quelles sont ses principales missions? Ici, vous avez d'abord ses principales missions. Le DPO, donc le délégué à la protection des données, le délégué à la protection des données, dans une entité, il veille au respect de la législation en matière de protection des données personnelles. Il émet des avis sur tous les traitements qui sont effectués par l'entreprise, il tient le registre des traitements, il répond aux personnes concernées, donc en cas de sollicitation, si les personnes, en raison des droits qui leur sont reconnus par le RGPD, exercent ces droits-là, c'est au DPO de répondre à ces personnes avec l'aide des différents collaborateurs qu'il a en interne. Il veille au respect des règles en matière de transfert des données personnelles. Ça aussi, c'est une thématique assez importante, le transfert des données personnelles qui, en fonction des pays vers lesquels on transfère, qui doit être encadré pour éviter tout risque et tout risque de violation du RGPD, tout risque de violation de données personnelles, tout simplement. Et puis, c'est l'interlocuteur de l'autorité de contrôle. Donc, en cas de contrôle ou en cas de question de la CNIL, c'est le DPO qui répondra, qui sera l'interlocuteur, en tout cas privilégié de l'autorité de contrôle. Voilà. Ça, ce sont ses principales missions. Il en a d'autres. Donc là, ce sont les principales missions du DPO. Et puis, le schéma de l'action à mettre en place pour un DPO est à peu près celui-là. En début de mission, ou en tout cas, lorsqu'il prend ses missions, une fois qu'il est désigné, il effectue une analyse parce on ne peut pas mettre en place une action ou en tout cas des recommandations sans savoir d'où on part. Il faut effectuer une analyse, une sorte d'état des lieux, donc ce qui passe en général par un audit, en général sur place,
À distance, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, il effectue un audit pour cartographier les données, savoir ce qui est fait, quel type de données arrivent, comment est-ce qu'elles sont collectées, traitées, stockées, transférées, détruites le cas échéant, etc. Ça, c'est le but de l'audit. Ensuite, il cartographie les différents traitements qui sont faits. Il fait des préconisations, il met en place un plan d'action priorisé en fonction de la criticité oui, de telle ou telle action à mettre en place. Il priorise. Il y a des actions qui seront prioritaires et d'autres qui seront un peu moins urgentes pour la mise en place. Voilà, c'est un peu le rôle du DPO de juger du niveau de priorité et puis de construire son plan d'action en fonction. L'étape d'après est l'étape de la sécurisation. Donc, il fait un focus sur la sécurité, le droit des personnes. Est-ce que les personnes sont bien informées sur tous les supports mis à disposition par l'entité? Est-ce que les personnes sont bien informées? Est-ce que leurs droits sont respectés lorsqu'elles nous sollicitent, etc. Ça, c'est au DPO de veiller à cela. Il évalue et gère les risques. Est-ce qu'il faut mettre en place, est-ce qu'il faut effectuer une analyse d'impact sur la vie privée des personnes sur tel ou tel traitement parce qu'il représente un risque, etc. Ou alors parce qu'il fait partie d'une liste de traitements reconnus par la CNIL comme soumis obligatoirement à une AIPD. Est-ce que les transferts des données sont faits dans les règles? Voilà, toutes ces infos, euh, tous ces aspects-là doivent être pris en compte par le DPO dans son plan d'action. Et puis enfin, il effectue des sensibilisations internes pour sensibiliser tout simplement les collaborateurs à la thématique de la protection des données personnelles et il effectue un rapport annuel pour tenir la direction informée des préconisations qu'il a faites et de l'avancement du plan d'action. Voilà. Pour moi, voilà le schéma d'action on va dire, classique ou optimal qu'un DPO doit mettre en place pour arriver à accompagner une structure dans sa mise en conformité, qu'il soit DPO externe ou interne d'ailleurs. Il peut être adapté ce schéma-là, mais grosso modo, il reprendra à peu près toutes ces différentes actions. D'après le rapport de la CNIL, il y a eu une augmentation du nombre de DPO désignés. Donc en 2022, on était à un peu plus de 89 000 DPO désignés. Et puis en 2023, on est passé à 96 000 DPO désignés. Euh, ça veut dire que, enfin, ça veut dire que la thématique de la protection des données personnelles, autant pour moi, ce sont les organismes qui ont désigné un DPO. Voilà. On était à 89 000 en 2022 et puis on est passé à 96 000 en 2023. Et il y a un peu plus de 34 000 DPO désignés auprès de la CNIL. Ça veut dire que beaucoup d'entreprises ont pris conscience du fait que la réglementation en matière de protection des données s'applique également à elles et que ça fait partie, enfin, la mise en conformité RGPD représente, ce n'est pas simple, enfin, ce n'est pas uniquement vu sur le prisme d'une contrainte, mais que ça peut être un avantage, comme je le disais en introduction, un avantage pour l'entreprise. Il faut savoir qu'il y a au-delà du fait que des entreprises sont sanctionnées, il y a même également des personnes publiques, enfin personnes morales de droit public qui sont sanctionnées. Je pense notamment à la décision qui a sanctionné euh, c'est la mairie de Kourou qui n'avait pas désigné un DPO. Voilà. Donc le DPO fait actuellement partie intégrante du dispositif que toute structure traitant des données personnelles doit pouvoir mettre en place. Et au fil de nos expériences au sein de nos anciens, nous avons constaté plusieurs choses. Déjà, le premier, je vais commencer par les points positifs, c'est que les missions du DPO sont bien identifiées au sein des différentes entités. Les missions du DPO sont bien identifiées. Les moyens sont à disposition du DPO pour exercer sa mission. Par contre, nous, les DPO, nous avons toujours, que ce soit DPO externe ou interne d'ailleurs, nous avons toujours nous éprouvons toujours certaines difficultés à faire appliquer nos préconisations. Parce que le responsable de traitement privilégie tel ou tel aspect ou alors estime que le risque encouru peut-être ne vaut pas le coup d'être traité, etc. En tout cas, toujours est-il que malheureusement, certaines préconisations ne sont pas appliquées aisément par les responsables de traitement. Le deuxième point négatif est que certains DPO ne sont pas intégrés dans la gestion de crise.
malheureusement. Euh, lorsque, lorsque certains rôles, on le verra également plus tard, lorsque le DPO est appelé à faire une déclaration à la CNIL, en général, son rôle se limite à cela, alors qu'il pourrait avoir un rôle à jouer sur d'autres aspects. Donc ça, c'est le deuxième point négatif. Et enfin, le troisième point négatif est que les DPO externes sont parfois un peu mieux écoutés que les DPO internes. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, euh, mais en tout cas, c'est le constat que nous avons fait. Il nous est déjà arrivé à Novancy d'accompagner certains DPO internes sur des thématiques de traitement de données personnelles et les préconisations que nous avons faites ont été un peu mieux suivies que celles du DPO interne, alors que c'était exactement les mêmes préconisations que notre confrère avait précédemment faites. Voilà pour les remarques positives ou des points un peu moins positifs que nous avons pu constater durant nos missions. Actuellement, on va faire un petit focus sur l'importance du DPO dans une cellule de crise, une cellule de gestion de crise d'origine cyber, plus précisément. Alors, vous avez des rôles qui sont déjà acquis, hein, comme je le disais précédemment, la notification à la CNIL ou la notification, le cas échéant, aux personnes concernées en cas de violation de données. Donc, ces rôles-là sont plutôt acquis. Mais il y a des rôles qui sont induits, qui ne sont pas toujours connus de tous. C'est notamment le rôle que peut avoir le DPO dans certaines structures pour accompagner le responsable de traitement pour un dépôt de plainte. Tout simplement parce que certaines structures ne sont pas assez, je peux me répéter, certaines structures ne sont pas assez structurées pour savoir qui doit aller porter plainte et quels documents lui seront demandés. Et donc, le DPO peut parfois jouer ce rôle d'accompagnement et de conseil du responsable de traitement en disant, voilà, c'est telle personne qui peut aller porter plainte et il vous faut soit une délégation de signature ou tel document qui vous permettront de porter légitimement plainte auprès des autorités compétentes. La gestion de la communication également. Euh, dans, euh, j'ai eu l'occasion d'intervenir sur malheureusement sur plusieurs cas de cyberattaque et parfois beaucoup d'entités n'ont pas un service de communication pour gérer cette partie-là. Et donc parfois le DPO, donc j'ai pu m'impliquer ou j'ai dû m'impliquer dans cette partie de communication tout simplement pour veiller à ce que l'entreprise maîtrise quelle information elle va mettre à disposition du public ou des personnes concernées ou de toute personne ou de la presse, le cas échéant, afin de maîtriser sa communication, d'éviter que quelqu'un d'autre s'approprie cette communication et communique à tort ou diffuse des informations qui ne seraient pas vraies, tout simplement. Donc, le DPO peut également avoir ce rôle-là. C'est un rôle qui est induit ou qui malheureusement se dégage sur le tas un cas de crise. Et puis, la réponse aux nombreuses sollicitations après une cyberattaque. On n'a pas toujours conscience de ce rôle-là, mais lorsqu'il y a une cyberattaque, pendant, enfin, en tout cas après, il y a beaucoup de sollicitations qui arrivent. Et certains DPO peuvent se retrouver submergés, littéralement submergés. On parle de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines éventuellement, en fonction du type d'activité, du nombre de personnes, du nombre de personnes concernées, etc. On peut aller à plusieurs centaines de demandes qui arrivent. Traiter une demande d'exercice de droit, c'est quelque chose qui est déjà chronophage. Plusieurs dizaines, c'est quelque chose qui peut être fastidieux au bout d'un certain temps. Si on est sur la centaine, je ne dis pas que c'est infaisable, mais ça prend beaucoup de temps. Et c'est un aspect euh, qui n'est pas toujours anticipé par les responsables de traitement, qui vont forcément se focaliser sur la crise en elle-même, essayer déjà de sortir de la tête de l'eau lorsque on n'est pas assez bien organisé. Et le DPO à côté, peut également avoir ce travail d'accompagnement, de réponse aux droits des personnes, parce qu'il faut savoir que c'est une obligation légale de répondre à ces personnes-là dans un délai d'un mois. Donc, indépendamment de votre crise, il faut pouvoir répondre à ces personnes-là dans les délais. Si vous ne le faites pas, il faudra pouvoir le justifier, etc. Donc, ce serait dommage, en plus de devoir euh, remettre en état de fonctionnement votre système d'information, de subir un contrôle de la CNIL et éventuellement une autre sanction de la CNIL. Voilà. Donc, le rôle du DPO ici, ça fait également partie de ces rôles qui sont induits, qui se dégagent sur le tas, c'est de pouvoir répondre aux nombreuses sollicitations qui peuvent arriver après une cyberattaque.
Donc, par expérience, je sais que c'est quelque chose d'assez fastidieux. Et on va terminer avec un aspect qui est également un peu moins bien connu, c'est que les DPO évoluent actuellement dans un contexte d'inflation législative. Il y a des textes qui sont déjà passés, il y a des textes à venir. Bon, là, j'ai pris un condensé de quelques-uns de ces textes-là. Vous avez l'IA Act, NIS 2, la directive NIS 2, Digital Service Act, DORA, cyber. Enfin, voilà, vous avez toute une législation comme ça qui se multiplie au niveau national et même international, donc européen surtout, pour essayer d'encadrer la cybersécurité, mais également le traitement des données personnelles, enfin la protection des données de manière générale. Et le DPO ici est quelque part obligé d'avoir cette, c'est vrai que c'est quelque chose qui est propre à cette fonction, qui est obligé d'avoir un vernis technique, mais également une certaine casquette un peu juridique, en tout cas qui lui donnera la possibilité d'aller fouiller dans les textes de loi, d'en comprendre la substance et de voir si l'entité pour laquelle elle intervient est concernée ou pas par cette réglementation, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour être conforme, etc. C'est un travail qui peut être assez fastidieux et qui demande du coup que le DPO dispose non seulement de moyens, mais également qu'il soit formé à, à, à ce, à ce travail-là. Il m'est arrivé dans plusieurs structures de voir des délégués à la protection des données qui n'étaient issus ni du domaine informatique, ni du domaine juridique, mais qui arrivaient quand même à exercer leurs fonctions, dans la mesure où le responsable de traitement a pris les mesures nécessaires pour accompagner ces DPO dans la formation et en leur donnant le niveau euh, en leur situant au niveau hiérarchique à une position qui leur permettait de faire des recommandations qui étaient respectées par l'ensemble des collaborateurs ou des différents chefs de service. Voilà. Mais l'idée que je voulais mettre en avant ici, c'est qu'il y a une inflation législative qui pousse le délégué à la protection des données à toujours se tenir informé de l'évolution de la législation en matière de données personnelles, et c'est quelque chose de constant. Et c'est aussi en ce sens, c'est aussi en ce sens-là que des associations comme l'AFCDP aident beaucoup de délégués à la protection des données à trouver un espace d'échange avec des confrères, etc. Mais voilà, en tout cas, pour euh, pallier ici à ce contexte d'inflation, il faudrait à minima que les DPO qui sont désignés puissent être compétents pour exercer leur métier et donc simplement avoir des formations adéquates pour pouvoir répondre à tous les défis qui sont ceux du DPO au quotidien. Donc voilà pour ce que ce que nous voulions vous dire concernant la mise en place du RGPD. Au bout de 5 ans, on remarque, donc à titre de conclusion, au bout de 5 ans, on remarque qu'il y a une prise en compte de la fonction du DPO qui est un peu mieux perçue par les différents responsables de traitement, les désignations qui sont un peu plus nombreuses, le rôle et les missions du DPO sont bien identifiés, les moyens sont mis à sa disposition, même si certains responsables de traitement ont encore, euh, comment le dire, ne respectent pas complètement les préconisations qui sont faites par le DPO et en parallèle, on a une inflation législative qui n'est pas prête de s'arrêter parce qu'il y a plusieurs textes en cours d'examen encore et qui paraîtront bientôt. Et en face de cela, vous avez l'ACNIL qui, au bout de 5 ou 6 ans, a décidé de ne pas arrêter son volet pédagogique. Donc, elle continue à accompagner les DPO et les différents responsables de traitement dans la mise en place du RGPD, mais en parallèle à actionner de manière beaucoup plus importante son volet répressif pour sanctionner de manière plus efficace ou beaucoup plus forte les différents acteurs qui contreviendraient au RGPD. Donc voilà voilà ce que je voulais échanger avec vous aujourd'hui concernant la mise en place du RGPD au sein d'une entité et puis son évolution depuis les 6 dernières années. Il y a certainement
des aspects qui n'ont pas été abordés ici. Je n'avais pas la prétention d'aborder l'ensemble des aspects du RGPD et de ces changements au bout en moins d'une heure. Mais si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit précédemment, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à nous recontacter pour que je puisse y répondre tout simplement. Donc voilà, je vous remercie. Je vais regarder si vous avez quelques questions que je prendrai afin d'essayer d'y répondre. Alors, est-ce que nous avons des questions? Alors, nous avons une question. Qui désigne qui le désigne? Donc, ça sous-entend qui désigne. Attendez. Alors, dans le cadre d'un groupe multinational, est-il nécessaire d'avoir un DPO dans chaque filiale? Euh, hop là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ok. Dans le cadre d'un groupe multinational, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un DPO dans chaque filiale? Après, ça dépend, tout dépend enfin, des sites d'implantation de la multinationale. Si c'est une multinationale, on va dire américaine, et dans ce cas, vous êtes obligé d'avoir un DPO également au sein de l'Union européenne, dans la mesure où le RGPD oblige les différents responsables de traitement à avoir des DPO au sein de l'Union européenne, en tout cas une personne identifiée qui pourra répondre aux sollicitations des personnes concernées en cas de question. Alors, une deuxième question, celle de Daniel. En interne, qui peut être DPO? Y a-t-il des interdictions? Il faut savoir que la fonction de DPO peut être exercée, donc il n'y a pas comme je disais précédemment, on peut être issu du volet technique ou juridique ou alors aucun des deux volets et puis exercer la fonction de DPO. Il y a juste on va dire, comme vous le disiez, interdictions au niveau de la fonction de DPO. C'est pas des interdictions, c'est des incompatibilités, voilà. Notamment la mission, les fonctions de DRH, les fonctions également de DSI, de responsable marketing, sont des fonctions qui sont incompatibles avec la mission de DPO. Donc, vous ne pouvez pas être DRH, DSI euh, ou responsable marketing et puis exercer les missions de DPO. Tout simplement parce que vous allez être jugé parti et euh, vous allez contrôler, vous êtes à la fois celui qui décide des traitements qui peuvent être faits et en même temps, vous serez à l'origine du contrôle de ces traitements. Voilà. Donc, il y a une incompatibilité entre ces différentes fonctions-là et les fonctions de DPO en interne. Alors, et la dernière question, c'est qui désigne le DPO? C'est le responsable de traitement qui désigne le DPO. Donc, on entend par responsable de traitement le chef d'entreprise, le directeur, le président, etc. C'est lui qui désigne le DPO auprès de la CNIL. Et ce DPO-là peut être un salarié interne, donc un collaborateur interne, ou alors un DPO externalisé. Donc, c'est ce qu'on constate, peu importe le choix qui est fait, vous avez des entités qui décident d'internaliser ce service, enfin, cette mission-là, parce qu'elles ont les ressources en interne pour pouvoir le faire. Et puis, vous avez d'autres entités qui décident d'externaliser ce service tout simplement parce qu'en interne, elles n'ont pas les services, les ressources pour le faire ou elles n'en ont tout simplement pas la volonté. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des DPO externalisés qui exercent parfaitement ces missions-là pour des responsables de traitement. Alors, est-ce qu'il y a encore une question que j'aurais oubliée? Je pense que j'ai fait toutes les questions. J'ai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres qui vous reviennent, n'hésitez pas à nous solliciter ou à nous envoyer vos questions je pense qu'il y a une sorte de sondage qui va vous être envoyé à la fin de ce webinaire pour savoir ce que vous en avez pensé, si vous avez appris des choses. J'espère que je vous ai aurais fait découvrir
un ou deux aspects de la mission du DPE ou l'essence même du RGPD. Et en tout cas, si vous n'avez pas eu l'occasion de poser vos questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour nous les poser et nous ferons un plaisir de vous répondre. Voilà. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre présence et à vous souhaiter une excellente journée. Merci. Au revoir.